Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre partenaire, Ballot Flurin, une entreprise familiale des Hautes-Pyrénées particulièrement engagée. Fondateur du cahier des charges de l'apiculture douce, Ballot Flurin vous accompagne vers une santé respectueuse de l'homme, des abeilles et de la planète. Ballot Flurin garantit des préparations de mieux-être, santé, cosmétiques et compléments alimentaires artisanaux composés de propolis, de miel, de pollen ou encore de gelée royale. Leurs formulations sont simples car elles sont richement dosées en actifs apicoles issus de récoltes douces du terroir et qui ne brusquent pas les abeilles. Ces solutions d'apithérapie bénéfiques pour la santé soutiennent l'immunité, la digestion ou encore le sommeil. Alors nous, on est fans, vous l'entendez. Retrouvez l'ensemble des gammes Ballot Flurin en magasin bio, en pharmacie et sur le site www.ballot-flurin.com. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis levée ce matin déjà fatiguée du soir. J'avais rien fait de très spécial la veille, écouté un podcast intéressant. Je me suis donc endormie avec les écouteurs dans les oreilles, réveillée par la sonnerie agressive du réveil et me frayant à tâtons un chemin vers mes céréales préférées. Ce réveil pas très frais, on le connaît tous. Et pour nous redonner l'énergie d'y croire, et elle nous le promet dès le matin. Mon invitée est médecin nutritionniste. Elle a créé sa propre école de nutrition et sort aujourd'hui Napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil, une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol. J'ai le plaisir de recevoir la docteure Laurence Plumet. Bonjour. Bonjour. Alors là, vous vous attaquez à tous ceux qui, comme moi, ne sont pas du matin avec la napsothérapie. Tout d'abord, qu'est-ce que la napsothérapie et pourquoi est-ce une thérapie qui garantit un regain d'énergie ? Alors la napsothérapie, pour que les gens comprennent bien ce que cela veut dire, c'est la contraction de nutrition, activité physique, sommeil. N de nutrition, AP d'activité physique et SO de sommeil. Donc, c'est l'art de la pratique du conseil dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et du sommeil, à des fins de prévention primaire pour aider les gens à être et à rester en bonne santé, ou alors aider des gens qui ne sont pas en très bonne santé, mais pour aller mieux. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis médecin, et ça fait depuis très très longtemps que je sais que tant qu'on n'a pas maîtrisé ces 3 domaines-là, on ne peut pas être en bonne santé. Et donc il fallait, et on aura vraiment le temps d'en parler, il fallait concevoir une formation et un métier qui rassemble ces 3 compétences, de façon à savoir conseiller les gens de façon complète et efficace dans le domaine de la santé. Donc nutrition, activité physique, sommeil, c'est les 3 mousquetaires de notre énergie, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment de bien faire les choses en mangeant bien et en bougeant, mais si on a un sommeil de mauvaise qualité, si, comme je le constate très souvent dans mes consultations, on se couche à 2h du matin pour se lever à 7h, pas très fraîche, comme vous venez de le dire. Pourquoi vous me regardez ? Non, c'est parce que vous avez évoqué le sujet, sinon je ne me serais pas permise. Mais s'il y a un manque de sommeil, on ne peut pas être en bonne santé. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, le sommeil, c'est le cerveau. Or, le cerveau contrôle beaucoup de nos comportements et beaucoup du fonctionnement de nos organes. Bref, quand un cerveau est en stress, parce que soit on se couche de façon décalée, soit parce qu'on ne dort pas assez, eh bien d'abord on est fatigué. Donc comment voulez-vous bouger ou faire du sport quand vous êtes fatigué ? Déjà, on n'en a pas envie, puis c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et puis deuxièmement, on n'a pas envie des mêmes choses quand on est en manque de sommeil sur le plan alimentaire que quand on est frais et dispo. Toutes les personnes qui auront vécu l'expérience d'une nuit courte ou d'horaire décalé savent de quoi je parle, et elles savent qu'elles s'orientent beaucoup plus vers le sucre, les produits sucrés, les biscuits, le chocolat, les gâteaux, voire le pain, les féculents, pour essayer de corriger une espèce de fatigue qu'elles ont et qu'inconsciemment, elles rattachent à une hypoglycémie. Voyez, alors que ça n'a rien à voir avec une hypoglycémie, c'est tout simplement un cerveau qui manque de sommeil. Donc, ça n'est pas du tout anodin de ne pas prendre soin de son sommeil, car ça influence
l'activité physique et l'alimentation. Ceci pour dire que tout est lié. Et du fait que tout soit lié, il était important de lancer ce nouveau métier qui rassemble les trois. Car on sait bien qu'il existe des experts en nutrition, il existe des experts en sport, il existe des experts en sommeil. Mais pour le moment, il n'existait pas, avant que je lance la napsothérapie, il n'existe pas d'experts qui contrôlent les trois en même temps et qui assurent l'harmonie, autrement dit une approche holistique de la santé. Mais alors pourquoi vous dites que c'est révolutionnaire ? Parce que vous avez parfaitement raison dans ce que vous donnez comme conseil en tant que médecin, mais bon, ça vient aussi du bon sens. C'est sûr que si on est fatigué, on ne va pas réussir à fonctionner aussi bien que si on ne l'est pas, tant vis-à-vis de la nourriture que vis-à-vis de l'activité physique. Mais pourquoi, pour vous, vous utilisez le mot révolutionnaire ? Alors, je l'utilise parce que très rarement on associe les trois. Le plus souvent, vous avez des conseils en nutrition que tout le monde est capable de donner, plus ou moins bien, selon les types de formations que les gens ont reçues, parce que croyez-moi, dans le domaine, les coachs en nutrition, il y en a à l'appel et rarement bien formés. Bon, ça c'est courant. Être coach en nutrition, c'est courant. Être coach en sport, c'est courant. Par contre, coach dans le domaine du sommeil, si c'est pour dire simplement à la personne que couchez-vous avant minuit et puis essayez de dormir longtemps, c'est pas ça du tout cette formation. C'est vraiment une approche bien plus approfondie du sommeil. Et encore une fois, là où c'est révolutionnaire, c'est de faire réaliser aux gens que tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas d'un côté enseigner l'équilibre alimentaire et le mouvement si par ailleurs on ne s'intéresse pas au sommeil. Donc ce qui est révolutionnaire, c'est d'associer les trois. Les trois doivent être en harmonie pour que la santé soit bonne. Et là-dedans, très souvent, le perdant, c'est le sommeil. Et très souvent, les personnes qui suivent cette formation et qui se lancent dans ce métier, le disent « Ah oui, la nutrition, je sais à peu près. Le sport, je m'en doute, mais le sommeil, qu'est-ce que j'ai besoin ? D'abord, à titre personnel, parce que je dors pas bien, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec leur sommeil. Et qui vont voir ces gens-là ? Qui vont voir ? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller voir un service spécialisé dans un centre médical, à l'hôpital ? Bien sûr. Ben non. Non, donc ils restent là, avec leurs insomnies, avec leur coucher à 2h du matin, avec le fait sans se rendre compte de tous les dégâts que ça fait, parce que là aussi, cette formation, elle alerte sur tous les dégâts d'un manque de sommeil, parce que, vous savez, les gens pensent, c'est très courant de l'entendre dire « Oh, c'est pas bien grave, je suis un peu fatigué, mais je me rattrape le week-end ». Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que tout sommeil perdu ne se rattrape pas et que les dégâts, ils sont au quotidien, en termes de mémoire, en termes de fonction cognitive, en termes de vigilance, en termes de gestion du poids, puisque le manque de sommeil fait grossir. Donc voilà, l'intérêt de ça, c'est d'attirer l'attention et d'emmener les gens dans cet univers en leur fournissant des connaissances très pointues. Alors à vous entendre, je me demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas nommé votre méthodologie SONAP plutôt que NAPSO. Ah, c'est excellent. Alors oui, vous avez raison, parce que SONAP, ça correspond en fait à la façon dont j'ai écrit le livre, puisque le premier gros chapitre concerne le sommeil. Donc je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que je respecte ma chronologie ? Je commence par la nutrition, j'enchaîne par l'activité physique et je termine par le sommeil. Bon. Or, je n'en suis pas à mon premier livre. J'ai écrit beaucoup de livres sur la nutrition, dont le grand livre de l'alimentation, qui fait le point. Et je me suis dit, allez, je voudrais surprendre mon lecteur et pour une fois, au lieu de lui parler de nutrition dans un premier temps, je vais d'abord lui parler du sommeil qu'il n'a pas l'habitude de lire jusqu'à présent. Voilà. Et là, je vais rentrer dans le bas qui blesse, parce que honnêtement, les troubles du sommeil, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sachez qu'en France, quasiment 1 personne sur 2 se plaint d'un mauvais sommeil. Donc je me suis dit, il y a urgence à faire rentrer, dès la lecture des premières pages, mon lecteur dans les problématiques de sommeil. Et ensuite, évidemment, je déroule mon tapis rouge sur l'activité physique et sur la nutrition, puisque ce livre fait à peu près 500 pages et qu'il y a à peu près 200 pages dans chacun des domaines. C'est vous dire, 200 pages sur le sommeil. Mais bon, j'ose espérer, puisque vous l'avez lu, que vous ne vous êtes pas ennuyé. Non, on ne s'ennuie pas, d'autant qu'en plus, on a des questionnaires de diagnostic. Voilà, beaucoup tout à fait. Alors, si on devait partager des questions rapides pour qu'on puisse un petit peu savoir dans quelle direction s'orienter, en particulier sur le sommeil, quelles seraient ces questions ? Des questions à se poser ? Oui, des questions pour le diagnostic. Oui. Alors, bien entendu, si jamais on va se coucher à 2h du matin, on sait que c'est mal, mais on va plus loin dans le diagnostic. Quelles seraient ces questions ?
Oui, alors j'ai tenu à mettre ces questionnaires, un sur le sommeil, un sur l'activité physique et un sur la nutrition. D'abord parce que je trouve que quand on se rend compte soi-même qu'on a un mauvais score, ça motive encore plus de lire la suite. Voilà. Et je pense qu'il y a très très peu de lecteurs et lectrices qui auront un très très bon score dans les 3 domaines. Ça peut arriver, bravo, chapeau bas, mais quand même, beaucoup de gens ont des problèmes sur 1, 2, voire 3 des comportements. Alors, dans le domaine du sommeil, tout d'abord, s'interroger sur l'heure à laquelle on se couche, c'est vrai. Le premier problème que je constate dans mes consultations, c'est que les gens ne soupçonnent pas que le corps a un rythme. Il y a une horloge biologique de 24 heures. Bon, le cerveau, c'est comme tout organe, il a besoin de se reposer. Et il le manifeste, il est sympa parce qu'il nous parle. Il nous parle en nous faisant ressentir de la fatigue, la tête qui tombe, les bâillements. Ça y est, ça veut dire que le cerveau est en train de nous dire « Eh oh, il est 22h30, 23h, c'est l'heure pour moi maintenant de me reposer. J'ai trop travaillé dans la journée, maintenant j'ai besoin de me reposer. » Mais, et ça je l'explique dans le livre, la nuit, c'est pas un cerveau qui se repose. C'est un cerveau qui réactive des tas de fonctions de régénération qui sont complémentaires de celles qui se passent dans la journée. C'est pour ça que les 8 heures de sommeil sont essentielles. C'est pas parce qu'il fait rien pendant ces 8 heures, c'est parce qu'il retravaille la mémoire, il retravaille les fonctions cognitives, la concentration, la vigilance, il stocke des tas de données qu'il n'a pas pu stocker dans la journée. Oui, donc dormir, ce n'est pas rien faire. Mais non, le cerveau est en ébullition pendant le et sans parler des rêves. Bon. Donc le cerveau envoie des signaux vers 22h30, 23h. On a une horloge qui est réglée donc toutes les 24 heures et notre cerveau, il lui faut ses 8 heures en moyenne. 8 heures de sommeil pour une nuit, c'est bien pour un adulte. Après ça, c'est pour 80% des personnes. Oui, on connaît les 20% des autres. Et puis vous en avez qui trichent un petit peu. Oui. Ils vont se coucher, mais oui. ils dorment pas. Ils vont se coucher avec le portable. Oui. Alors ça, c'est une très mauvaise idée parce que le portable émet de la lumière bleue. Le téléphone ou l'ordi, parce qu'il y en a qui se mettent au lit avec l'ordi sur les genoux aussi et qui soit bossent, qui n'est pas bien, soit vont s'amuser sur l'ordi. Enfin bon, bref, toute lumière bleue émise par le téléphone et par l'ordinateur sont des lumières stimulantes pour la rétine. Bon. Or, quand on stimule la rétine, on écrase complètement, on envoie un message à l'hypophyse et on écrase complètement la sécrétion de mélatonine. Or, c'est la mélatonine qui va déclencher la sensation de sommeil. Donc, même si on écoute ces signaux de « il est temps d'aller dormir », eh bien, on peut très bien se réveiller dans son lit, tout simplement en regardant son téléphone. Donc la mélatonine commençait à monter et c'est pour ça qu'on ressentait le besoin d'aller se coucher. Et tout d'un coup, crac, on l'écrase avec ce téléphone. Et ensuite, une fois qu'elle est écrasée, le temps qu'elle remonte, il va s'écouler 1h30. Ça veut dire que si on se met au lit et qu'on regarde son téléphone, eh bien, quand on va l'éteindre, 5, 10, 15 ou une demi-heure après, on va mettre 1h30 pour s'endormir. Pour s'endormir. Et donc là, à 2h du matin, on est toujours là en train de compter les moutons et on se dit, bon sang, je vais passer une mauvaise nuit. Donc, la consigne, c'est ne pas regarder son portable dans son lit, évidemment pas d'ordi non plus, mais prendre un bouquin et une petite lumière de lecture très douce, parce que vous savez, maintenant on a des liseuses, mais qui sont hyper violentes. Il ne faut surtout pas mettre le niveau de luminosité trop fort, juste assez pour bien lire, et ensuite, avec la lecture, tranquillement, petit à petit, eh bien, le sommeil va arriver. Alors, comme votre méthode révolutionnaire, elle met toujours les 3 en phase, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aussi au niveau de la sensation de faim ? Parce que je suppose que quand on n'arrive pas à dormir, c'est là, comme la mélatonine en particulier avec le téléphone, c'est a disparu, que se réveillent en fait les petites faims, les snacks, etc. Mais oui, parce que quand vous dînez à 20h, et que vous vous couchez à minuit, 1h du matin, voire 2h du matin, l'estomac, il est vide, déjà depuis belle lurette. Or, quand un estomac est vide, il appelle à être rempli et il déclenche automatiquement, que ce soit de jour ou de nuit, la sensation de faim. Donc, quand vous êtes toujours réveillé à minuit, inévitablement, vous ressentez l'envie de manger. Alors, il y a les personnes qui vont se dire « Non, c'est quand même pas raisonnable, il faut que je me réendorme » et qui vont se conditionner par la sophrologie, en se détendant, en fermant les yeux. Enfin bon, bref, chacun a sa technique. Surtout pas se lever et allumer la lumière. Ou lancer une machine. Bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui vont céder à la tentation de descendre à la cuisine, d'aller prendre quelques biscuits. Et alors là, il n'y a pas mieux pour grossir.
Voilà. D'abord, on est bien réveillé et en plus, on prend des calories. Et alors, le sucre la nuit, boum, sécrétion d'insuline et hop, activation de la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de gras. Donc, en fait, se coucher tard, ça a plusieurs inconvénients. Déjà, on massacre son sommeil, on est fatigué le lendemain, on bouge moins, on a envie de manger gras et sucré le lendemain. Mais en plus de ça, ça pousse à manger pendant la nuit. Donc, on y a vraiment toutes les raisons du monde pour écouter les signaux qui nous sont envoyés par le cerveau. Donc voilà, première question, qu'est-ce que je fais quand je ressens l'envie de dormir ? Bon, j'y cède. J'arrête la télé, je ne regarde pas la deuxième série, le deuxième feuilleton de la série, parce que, vous savez, maintenant, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas la tâche facile pour se coucher tôt. D'abord, les programmes télé, pas me faire des amis, mais tant pis, commencent de plus en plus tard. Maintenant, c'est 21h10 pour le premier film. Donc, ça se termine à 10h45, 22h45. Ça veut dire qu'on n'est pas au lit déjà avant 23h, 23h30. Et puis, si vous êtes tenté, parce que vous allez sur Netflix ou autre, par le deuxième épisode, alors là, vous réenchaînez et votre deuxième épisode, il se termine à 12h30. Donc là, c'est pas endormi avant 1h30, 2h du matin. Donc non, il y a les replays, ça existe pour ça. Donc, on ne cède pas à la tentation du deuxième feuilleton. Et dormir devant le deuxième feuilleton. Ah oui, alors là, non. 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 Si on tient à voir la fin du film, franchement, non. Il faut le regarder en replay le week-end ou le jour si on est chez soi, mais pas la nuit. La nuit, c'est l'univers sacré. Autre chose. On ne regarde pas la télé dans sa chambre. La chambre, c'est l'univers du sommeil. On ne doit pas être confusant pour son cerveau. Quand on rentre dans sa chambre, inconsciemment, c'est pour s'endormir. C'est pas pour travailler, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour regarder la télé. La télé, c'est dans le salon, donc on ne mélange pas les genres. On s'installe sur son canapé, on regarde son film, on éteint à la fin du film et on monte dans sa chambre pour aller dormir. De façon à ce que quand on se glisse dans les draps, ce soit clair pour le cerveau. Vous savez, il y a beaucoup de messages inconscients. Ce soit clair pour le cerveau, je suis là pour m'endormir. On a pris sa petite douche avant, on est fraîche, la pièce est sombre, il faut bien tirer les rideaux, elle est silencieuse, les draps sont frais. Quel bonheur, je vais m'endormir et je pars pour rentrer dans un autre univers. Alors, parlez-nous des hormones, justement, vous en citiez certaines, qui sont combinées avec les 3 mousquetaires que vous nous avez cités, avec justement cette question de nutrition, d'activité physique, sommeil. Vous ne recommandez pas, finalement, donc la question c'est à quelle heure je vais me coucher, mais vous ne recommandez pas des phases de sommeil diurnes. Des phases de sommeil diurnes, des moments la de sieste, sieste, vous voulez par dire. exemple. Ah oui, si. Alors voilà, non, mais je suis pas un ayatollah au point de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Après, nous avons plein de contraintes. Il y a les contraintes de vie familiale, sociale, professionnelle. Il y a les gens qui travaillent en horaire décalé. Il y a les gens qui travaillent de nuit. Faut bien faire avec dans ces conditions. Et si jamais, puis il y a les insomniaques aussi. Vous savez, les troubles du sommeil, ça n'est pas simplement se coucher tard. Là, je milite pour les gens qui pensent que c'est pas grave de se coucher tard et qui font des erreurs qui peuvent être facilement corrigées par des conseils de bon sens. Encore faut-il sensibiliser la personne, et pas seulement l'adulte. Il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui sont concernés par ça et qui se couchent à 2h du matin. C'est une catastrophe. Même les plus jeunes qui suivent leurs grands frères et qui se couchent de plus en plus tard. Au lieu d'être au lit à 20h, ils sont maintenant au lit à 21h, 21h30. Or, un enfant, c'est pas 8 heures de sommeil qu'il lui faut, c'est 10 heures. Donc, ça compromet son équilibre, sa croissance, sa façon de travailler à l'école le lendemain, l'envie de faire du sport, l'alimentation, enfin bref. Donc, vraiment, il faut garder ses repères. Mais, quand on ne peut pas faire autrement, on est insomniaque. Il faut aller voir un spécialiste du sommeil. Il y a les insomnies d'endormissement, il y a les insomnies de réveil précoce, il y a les insomnies de milieu de nuit, il y a plein de types d'insomnie. Et donc, il existe des examens particuliers, dont la polysomnographie ou la polygraphie ventilatoire, qui sont pratiqués par des spécialistes en ville, des pneumologues ou des centres du sommeil qui existent dans beaucoup d'hôpitaux maintenant. Et grâce à ces examens-là, on peut vraiment diagnostiquer précisément le trouble du sommeil et trouver des solutions. Bon, mais ça, c'est une chose. Mais c'est également intéressant pour le napsothérapeute ou le conseiller en napsothérapie de permettre à la personne de diagnostiquer par elle-même le fait qu'elle a un problème avec son sommeil et qu'il faut qu'elle aille consulter. Parce que vous avez des tas de gens qui font des apnées du sommeil sans s'en douter et qui ne vont pas se faire diagnostiquer et pas traiter. Or, l'apnée du sommeil, c'est hyper dangereux. Bien sûr. C'est un facteur de risque cardiovasculaire énorme. C'est aussi mauvais pour le cœur et les artères que fumer un paquet de clopes tous les jours.
Donc vraiment, et ça, quand on est napsothérapeute, on a appris à identifier les symptômes des apnées du sommeil, de sensibiliser la personne et de l'inciter à consulter. Parce que les gens qui sont tout seuls, il n'y a personne à côté d'eux pour dire « Eh oh, ça me panique, tu fais des pauses respiratoires, vous voyez ?» Quand on est tout seul, on s'en rend pas compte. Bien sûr. Alors on se rend compte qu'on a des gros coups de barre et qu'on a envie de faire la sieste. Et là, je réponds à votre question. La sieste est-elle bonne ? Alors oui, il y a 2 types de siestes. Il y a la petite sieste courte de 10, 15, 20 minutes, pas plus que ça, parce que si on dort davantage, on s'enfonce dans le sommeil lent profond, et donc on aura du mal à émerger, et on ne va pas se sentir bien sur le reste de la journée. Par contre, une sieste de 20 minutes, ça permet de rentrer dans les phases 1 et 2 du sommeil lent, qui sont des phases suffisamment intéressantes pour bien se régénérer en énergie, sans pour autant nous enfoncer dans un sommeil dont on aura du mal à sortir. Donc 20 minutes, c'est très bien. On s'installe bien. Il y a même des entreprises maintenant qui proposent des courtes siestes. Alors, il y a tous les trucs. Il y a le clé dans la main qui tombe quand on s'endort. Il y a le petit réveil. Il y a aussi le fait de se conditionner. Moi, par exemple, je suis championne de ça. Quand je m'endors, je me dis, il faut que je me réveille à telle heure. Paf ! À cette heure-là, je me réveille sans réveil. Ah oui, c'est une discipline incroyable. Ah, mais le cerveau, il est génial. Il faut lui faire confiance. Mais par contre, il y a les siestes d'1h30. Si vraiment on ressent le besoin de dormir et qu'on fasse un cycle entier d'1h30 l'après-midi, ça veut dire qu'on est vraiment en déficit de sommeil, ça veut dire qu'il y a un problème avec son sommeil la nuit. Soit il est trop court, ça c'est facile de s'en rendre compte, si on se couche tous les jours à 2h du matin et qu'on se réveille à 7, on a 5 heures de sommeil, au lieu de 8, il manque 2 cycles d'1h30, il y a un énorme déficit. C'est l'équivalent d'une énorme nuit blanche par semaine. Pour le cerveau, c'est un stress. Bon. Et ou alors, peut-être qu'on se couche à l'heure, mais on a un sommeil qui n'est pas récupérateur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sommeil lent profond, eh bien, on reste toujours dans un sommeil superficiel, avec des micro-réveils. Et le matin, on n'a pas vraiment la sensation d'avoir récupéré. Et quand on se réveille fatigué le matin, c'est pas bon signe. Voilà. Donc, se réveiller fatigué le matin et avoir besoin d'une sieste d'1h30, c'est qu'il y a un problème. Donc, on en parle à son napsothérapeute, ou alors on en parle à son médecin traitant, qui va à ce moment-là orienter vers un pneumologue pour faire une polygraphie ou vers un spécialiste du sommeil en milieu hospitalier. Alors ça, c'est les 3 questions pour le côté SO de la napso. Quelles sont les 3 questions au niveau NAP ? Alors, au niveau NAP, alors l'activité physique, est-ce que j'en fais assez ? Il y a beaucoup de gens qui sont des sédentaires, sans s'en douter. Être sédentaire, c'est rester plus de 8 heures par jour, les fesses collées à son siège. Et croyez-moi, c'est vite fait. On peut être sportif et sédentaire. C'est-à-dire que si tous les jours, on est assis à son bureau ou chez soi, parce qu'on est en télétravail, mais qu'on reste 8 heures assises, on se lève très peu, juste comme ça pour aller déjeuner, on revient vite, et on enchaîne, et qu'on fait 2 séances ou 3 séances de sport dans la semaine, on est un sédentaire sportif. Ça paraît paradoxal, mais on est sédentaire dans la journée. Donc en fait, l'idéal, c'est d'être actif dans la journée et sportif 2 à 3 fois par semaine. Alors, actif dans la journée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on bouge. Déjà, on n'est pas fait pour rester assis 1 heure de façon continue. Alors pour les métiers de bureau, on fait comment ? Eh ben, on se lève. Toutes les 45 minutes, déjà, ça doit fourmiller un peu dans la jambe. On doit sentir qu'on a des grandes jambes quand même. C'est fait pour bouger. Sinon, on aurait toutes petites jambes ridicules si on n'avait pas besoin de se lever. Donc, on se lève et puis on bouge. On monte des escaliers. Si on est, par exemple, en entreprise et qu'il y a plusieurs étages consacrés au bureau, eh bien, au lieu d'envoyer un mail à un collègue, on se donne la peine de monter les 3 étages pour aller voir son collègue. Au lieu d'aller à la fontaine à eau qui est à l'étage, autrement dit, on se bouge, on ne tombe pas dans la paresse, dans la passivité. Au lieu d'aller à la fontaine à eau qui est la plus proche, on va viser la fontaine à eau qui est 3 étages plus loin. Au lieu d'aller aux toilettes qui sont tout proches, on va viser les toilettes qui sont 3 étages plus loin. Et croyez-moi que monter des escaliers ou faire des couloirs à raison de 5 minutes toutes les heures, eh bien 8 heures de travail, 8 x 5, 40. Pendant 40 minutes, on a été actif. Alors, ça, c'est pour si c'est possible. Maintenant, si on est en télétravail chez soi, là aussi, toutes les heures, on se bouge pendant 5 minutes. On fait ce qu'on veut, mais on se bouge. On fait des exercices, on se détend, on bouge, on fait des petits piétinements. Vous voyez, on s'active, il faut s'activer. Voilà, 5 minutes toutes les heures. Voilà. Et puis, si jamais
ça n'est pas possible. Encore troisième solution, eh bien, à la fin de la journée, quand on a terminé son travail, eh bien, on sort. Là, en été, au printemps et même en automne, il fait encore jour assez tard. Si on rentre à 18h, 18h30, on a 1 heure devant soi. Allez, hop, on se change, on prend une douche, on chausse des chaussures de sport bien amorties, on se met en tenue adéquate et c'est parti pour 1 heure de marche active. Ça fait un bien fou. On oublie ses soucis, on se déstresse, on fait travailler ses articulations, son cœur, son cerveau aussi. Parce que je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi, je marche tous les jours de façon très tonique et très active, et c'est là que je trouve mes meilleures idées. Oui. Alors, bon, justement, j'allais vous poser une question, parce que ce que vous dites, ça avait tellement de sens qu'on se dit, mais on le sait. Oui, mais on ne le fait pas. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui... voilà, je reviens sur mes hormones, je reviens sur ces questions-là. Oui. Qu'est-ce qui, dans le cerveau, nous paralyse au point de manger mal alors qu'on sait que c'est pas bien, de ne pas bouger alors qu'on sait que c'est pas bien, et de ne pas dormir? Qu'est-ce qu'il y a comme hormone de plaisir qui s'est sécrétée? C'est pas une histoire d'hormones, c'est une histoire de conditionnement aussi. En fait, la réponse à votre question, elle est très complexe. Vous imaginez bien que c'est plein de choses différentes et selon les personnes, des raisons différentes. La première cause, à mon sens, c'est la fatigue. Comment voulez-vous avoir envie de ressortir ou de bouger quand vous êtes fatigué? Vous savez, la fatigue, c'est le premier symptôme de consultation. La première cause de consultation des gens, c'est « je suis fatigué ». Or, quelles sont les causes de fatigue? Un mauvais sommeil, oui. Ouais, donc c'est un cycle Ou une vicieux, maladie quoi. aussi, on peut être malade aussi. Ou un problème de thyroïde. Une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, ça vous fatigue. Et ça vous fait grossir pour des tas de raisons. Bon. Donc, premièrement, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, ça fait partie du questionnaire. Il y a aussi un questionnaire qui porte sur comment je me sens. Voilà. Est-ce que je me sens en forme ou est-ce que je me sens fatiguée? Quand on est fatigué, vous mangez mal, vous vous réfugiez dans les biscuits, les gâteaux et le chocolat. Là, par le biais de certaines hormones, vous sécrétez du cortisol qui vous donne envie de manger sucré. Voilà. Et puis, deuxièmement, vous bougez plus. Donc, vous avez toutes les raisons du monde pour vous enfoncer dans la sédentarité et dans le mal manger. Donc, cette fatigue, il faut premièrement l'identifier et deuxièmement, essayer d'en comprendre les causes. Soit on les comprend soi-même, parce que c'est évident. Ah ouais, c'est vrai, je me couche trop tard. Ah, je me sens fatiguée, j'ai mal ceci, cela, il faut que j'aille voir mon médecin. Et dans ce cas-là, le médecin peut faire un check-up et trouver un problème de santé. Bon, alors après, ça peut être aussi le mal manger. Une cause de fatigue évidente, les carences. Quelqu'un qui se tape tout le temps du steak haché frites, qui mange pas de légumes, qui mange pas de fruits, c'est quelqu'un qui se dirige tout droit vers les carences. Quand vous avez des carences en vitamine C, carences en vitamine D, vous êtes forcément fatigué au bout d'un certain temps. Le corps, il a des réserves, mais ça va pas durer longtemps. Et quand les réserves sont épuisées, le corps le sent bien et vous êtes fatigué. Donc c'est pour ça, vous voyez que tout est lié. Il faut s'intéresser à son alimentation. Voilà, comment je mange? Est-ce que je ne saute pas de repas? Est-ce que je fais des repas complets? Est-ce que je mange un peu de tout? Voilà. Et si on a l'impression qu'on mange pas bien et que ça va être la galère pour manger mieux, d'abord on consulte des spécialistes, mais on peut aussi se supplémenter. D'ailleurs, souvent à la rentrée, c'est là que les pharmaciens, en hiver, vendent le plus de compléments alimentaires. Il n'y a pas à être contre. D'abord, ils se ressemblent tous. Ce sont des formules très proches les unes des autres. Vous vous amusez à regarder les formules des 4 ou 5 marques les plus connues et vous voyez qu'un comprimé, c'est 100% en 12 vitamines sur les 13 dont nous avons besoin, parce que la vitamine K n'y figure pas, plus quelques minéraux et oligo-éléments. Donc, il faut choisir la formule complète. On prend un comprimé par jour pendant 1 mois et si on travaille son sommeil, si on travaille son alimentation, la pêche va revenir. Et c'est d'ailleurs pour ça, et j'insiste bien là-dessus, que quand on veut prendre soin de sa santé et qu'on veut s'engager dans un programme de remise en forme, il faut d'abord commencer par le sommeil. Parce que d'abord, quand on dort bien, on est en pleine forme. Ensuite, quand on est en pleine forme, on a beaucoup de plaisir à bouger et on ressent même le besoin de le faire. Et vous remarquez que quand vous commencez à bouger, à être actif et à faire du sport, vous êtes naturellement attiré vers une alimentation plus saine. Comme si inconsciemment votre corps vous disait « Ah quand même, tu te donnes du mal, c'est pas la peine de tout foutre en l'air avec tes chips, tes machins, tes gâteaux, tes biscuits, mange sainement aussi et tu auras des résultats. » Vous voyez, donc d'abord bien dormir, ensuite le tonus revient. Il suffit de 3 bonnes nuits de sommeil et tout de suite on se sent beaucoup mieux. Très vite le tonus revient.
Et donc on bouge, et donc on mange mieux. C'est pour ça que c'est révolutionnaire, parce qu'au lieu de se lancer systématiquement sur le contenu de l'assiette, vous savez, tous ces régimes-là qu'on voit, qui sortent partout, les régimes médiatiques, ouais, perdez du poids, etc. Mais c'est impossible de maigrir si on ne s'est pas intéressé à son sommeil avant. Parce que les gens suivent ces régimes, ont déjà frustration plus, parce que c'est souvent la galère, ils vont très vite se sentir fatigués. Si par ailleurs ils dorment mal, fatigue plus, ils n'ont pas envie de bouger, ils ont envie d'en manger sucré alors qu'on leur dit non, surtout pas de sucre. Donc vous voyez, c'est comme s'ils ramaient à contre-courant. Et donc ça ne va pas tenir longtemps et ce sera totalement inefficace. Alors que s'ils dorment bien, ils bougent davantage et ensuite dans un troisième temps, mais tout ça, ça peut se faire en 15 jours, dans un troisième temps, on revoit l'alimentation, très vite, les résultats vont être là. Alors, et sur le long terme. Tout à l'heure, je vous disais comment ça se fait parce que ça vient du bon sens. Est-ce que c'est pas aussi, parce qu'à vous entendre, vous parlez beaucoup du corps, qu'on n'a pas envie de s'occuper de ce corps, en fait. Qu'on est des êtres purement intellectuels et que tout d'un coup, psychologiquement, quand on a l'appel, n'est-ce pas, de la bête, on se dit, écoute, tu pourras passer après, j'ai des choses plus importantes à faire. C'est pas aussi ça que vous transmettez avec la napsothérapie, le soin du rapport au corps? Oui, tout à fait. Prendre beaucoup plus, vous savez, le corps, mais moi j'ai la chance, j'ai fait 13 années d'études, dont 10 ans d'études de médecine. J'ai une chance extraordinaire et c'est pour ça que j'adore mon métier. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de pédagogie pendant mes consultations parce que j'estime que cette chance que j'ai eue d'apprendre et de découvrir les secrets entre guillemets, parce que c'est un puits sans fond. Mais déjà, tout ce que je sais du corps humain, c'est extraordinaire. Tout le monde devrait connaître son corps. Tout le monde devrait réaliser combien le corps est une machine fantastique, mais dont il faut bien s'occuper. Nous avons un capital santé qui est formidable, mais encore faut-il l'entretenir. Et l'entretenir, ça passe par les 3. Un bon sommeil, un bon niveau d'activité physique et une bonne alimentation. C'est comme si on achetait une belle voiture, et on l'astique. On lui met de l'essence de qualité, on en prend soin, on l'emmène au garage, on la met dans un box, on la bichonne. Le corps humain, c'est pareil. Nous avons un potentiel en nous qui est fantastique. Encore faut-il lui donner les moyens de l'exprimer. Donc, premièrement, j'attire l'attention des gens sur ce capital que nous avons en nous et je les pousse à le découvrir. Bon, via ce livre, via l'enseignement, la formation que je donne et via mes consultations, parce que c'est un bonheur de parler aux patients et de leur expliquer ce qu'ils ont. Bon. Ensuite, deuxième élément de réflexion, je trouve que notre société nous pousse beaucoup trop à la paresse. Autrefois, on marchait en moyenne 5 km par jour. Maintenant... 5 km par jour, c'est déjà énorme. 5 km par jour. Et on le faisait avec grand bonheur, on trouvait ça tout à fait normal. Maintenant, waouh, pour faire 5 km par jour, il faut se forcer. Il faut prévoir ça en plus d'un programme quotidien qui est déjà fort lourd. Et vous avez raison, on occupe la majorité de notre temps à gaver notre cerveau de choses utiles ou pas. Donc le cerveau est sursollicité au détriment du reste du corps. Donc il faut retrouver cette capacité de prendre plaisir à se dépenser. L'activité physique, ça doit être un bonheur retrouvé. Le sport, c'est un bonheur retrouvé. Au début, c'est dur parce qu'il faut se forcer. Il faut se forcer à rentrer dans une salle de sport. Il faut se forcer après une journée de travail à aller faire son truc. On a acheté un rameur ou un vélo elliptique ou un vélo. Waouh, quelle énergie ça demande. Mais vous savez, le plus dur sont les 10 premières minutes. Et après, qu'est-ce qu'on est bien. Et on est parti, on écoute de la musique, on regarde un truc à la télé. Et après, on prend une bonne douche. Et qu'est-ce qu'on est content de l'avoir fait. Mais le plus dur, c'est ça. C'est lutter contre cette incitation à la paresse. Et cette incitation à la paresse, finalement, elle est renforcée par plusieurs choses. D'abord, regardez la nourriture. Maintenant, les gens n'ont plus envie de passer du temps à cuisiner le soir. Ils sont fatigués, ils rentrent tard. Alors, ça, c'est le cas de la France. En France, il est de bon ton de commencer à 9h et de terminer le plus tard possible. Si vous quittez le bureau à 16h, vous êtes mal vu des collègues. Oui, c'est vrai. Eh oui. Alors qu'il y a d'autres pays où vous commencez beaucoup plus tôt, vous vous levez tôt, vous commencez à 8h, vous partez à 16h, et là, vous avez une autre vie pour vous occuper de vous. Ces pays ont raison, c'est l'Europe du Nord. La Suède, la Norvège, la Finlande. Il n'y a pas beaucoup d'obésité dans ces pays-là. Ce sont des gens très sains. Parce qu'il y a un vrai culte du corps, ils prennent soin d'eux et de leur famille. En France, waouh, c'est tout pour le boulot, on rentre tard, on est crevé. Oh là là, pas envie de cuisiner, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Oh allez, hop, la pizza congelée au four, à table les enfants, une petite salade verte et encore. Allez hop, une crème dessert au chocolat, emballée, c'est pesé.
Après, pas étonnant que les kilos s'accumulent, que le diabète arrive, le cholestérol aussi. Donc, je trouve personnellement, si j'étais ministre de la Santé, voilà, je ferais commencer les gens plus tôt. Je trouverais normal qu'on sorte du travail à 16-17 heures pour qu'il y ait une deuxième vie après le travail et que cette deuxième vie soit consacrée à soi. Voilà. Ah oui, ça serait un rêve absolu. Qu'on prenne moins la voiture pour faire, et qu'on fasse 500 mètres à pied et pas en voiture aussi. Voilà. Et que les ordis, les portables et compagnie, à un moment donné, on les met de côté, on redécouvre le plaisir de lire et puis surtout de faire du sport. Alors, est-ce qu'il y a des mantras à se répéter pour réussir une napsothérapie ? Est-ce que vous avez une façon de pouvoir motiver les troupes, pour pas faire comme les personnages de Beckett, à qui on dirait c'est parti, mais qui bougent pas ? Parce que l'énergie du commencement, finalement, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des secrets de patients sur la motivation ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Pour qu'une personne suive finalement les repères de la napsothérapie ? Vous lui dites quoi ? Je lui dis d'abord, et ça que j'explique aux élèves qui suivent mes formations pour se lancer dans ce métier, je leur dis d'abord, premièrement, soyez dans l'écoute, comprenez les problématiques de la personne, parce que c'est quand on comprend les contraintes de la personne qu'on parle vrai, qu'on va la toucher dans ses problèmes quotidiens et qu'on va réfléchir avec elle sur des solutions qu'elle pourra appliquer. Parce que si pour dire la même chose à tout le monde, mangez 5 fruits et légumes par jour, bougez tous les jours et couchez-vous avant minuit, je ne sais pas qui n'a pas déjà entendu ces discours. Le secret de la napsothérapie, c'est d'abord l'écoute. C'est comprendre comment la personne vit et quelles sont ses contraintes. Et quelles sont donc les portes d'entrée d'optimisation du comportement. C'est pour ça que toute consultation commence d'abord par des questionnaires qui vont permettre aux napsothérapeutes d'identifier les problématiques. Parce qu'on parle, encore une fois, on va toucher la personne dans son quotidien et on va voir avec elle, sans être dans l'injonction, on va réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de modifier petit à petit pour optimiser ses comportements. Que ce soit dans la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Si la nutrition, c'est bon, nickel, vous continuez. Si l'activité physique doit être améliorée, réfléchissons ensemble comment vous pouvez augmenter votre activité physique et le sport, quel type de sport il vous plaît de faire. Et le sommeil, voyons ensemble comment vous pouvez vous coucher plus tôt, etc. Vous voyez ? Donc c'est, premièrement, j'écoute, deuxièmement, j'identifie, troisièmement, je discute avec la personne pour qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. Ensuite, et pour terminer sur votre question, c'est expliquer le pourquoi des choses. Parce que je trouve que on agit bien que quand on comprend bien. Bien sûr, bien sûr. Si c'est pour répondre à une injonction, ras-le-bol. Si par contre la personne comprend pourquoi il est important qu'elle change de comportement, quels sont l'impact que ça aura sur elle, sur sa santé, sur son quotidien, si elle est convaincue de ça, d'elle-même, elle changera son comportement. Donc, être dans la pédagogie, c'est fondamental. C'est ce qui permettra le raccordement, en fait, tête et corps, ce fameux psychique par rapport au physique. Merci Laurence Plumet d'être venue dans Métamorphose pour nous expliquer cette nouvelle approche de la santé. Oui. On rappelle votre dernier livre, Napsothérapie, nutrition, activité physique, sommeil, une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol. Merci à vous. Merci, c'est passé tellement vite. J'avais encore plein de choses à vous dire. On espère que oui, entre autres, si je peux me permettre. Bien sûr, allez-y. Le livre, il est très utile et j'encourage. Vous savez, j'ai écrit ce livre parce que je veux faire découvrir au grand public le terme de la napsothérapie. J'ai écrit en dessous nutrition, activité physique et sommeil pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, mais il faut que ce terme, petit à petit, les gens l'apprivoisent. Voilà, parce que je souhaite que ça devienne une science, une pratique de prévention qui s'impose de plus en plus et qui soit même universelle en France et ailleurs, puisque j'ai des élèves du monde entier qui suivent cette formation aussi. Et d'ailleurs, donc, certes, et je vous en remercie de parler de l'existence de ce livre, mais je voudrais aussi que les gens sachent qu'il y a un site institutionnel qui est napso-thérapie.org et dans lequel, si la personne est... Alors, elle va trouver 2 types d'informations fondamentales. La première, l'existence de cette formation et de ce nouveau métier. Donc, si ça l'intéresse de se former, elle peut le faire. Et puis,
autre type d'information, c'est l'annuaire. Parce que tous les napsothérapeutes, il y en a maintenant une centaine qui sont formés en France, eh bien, leurs coordonnées sont disponibles également sur le site. Donc, une personne qui serait intéressée de consulter un napsothérapeute, eh bien, va sur le site et va voir l'annuaire pour trouver la personne qui se trouve dans sa région. Excellent, merci beaucoup pour le rappel de cet outil Merci et à très bientôt dans Métamorphose. Oui, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.